présenter en effet le rôle du système HLA dans le cancer à l'ère de la médecine de précision. Et je voulais d'abord insister sur le plan immunologique pour nous rappeler à tous qu'en fait, si nous sommes là, c'est grâce à notre système immunitaire. Si l'espèce est là, c'est grâce à son système immunitaire. Et en fait, l'évolution a construit les individus et le système immunitaire a permis de les sélectionner et de les maintenir. Et donc, il faut bien se rendre compte que le système immunitaire est capable de détecter les anomalies qui se produisent au niveau de l'intégrité de l'individu très tôt, et puis de commencer à traiter. Et s'il y a des maladies, c'est parce que le système immunitaire a été dépassé. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont prévenues ou sont traitées par le système immunitaire. Et cette diapositive que j'ai empruntée à Samy il y a quelques années montre bien qu'en fait, le système immunitaire est le premier docteur et le meilleur des docteurs. Si on était capable d'être aussi bon que le système immunitaire, mais ça veut dire aussi qu'en comprenant mieux le système immunitaire, on va tous devenir de meilleurs docteurs. Donc, dans le système immunitaire, il y a les données sur l'immunogénétique, qui est mon sujet principal. Et je suis désolé, les couleurs des diapositives montrent que ça ne passe pas forcément très bien. Mais en premier, le HLA et d'autres aspects de l'immunogénétique et le rôle en médecine. On sait qu'au cours du siècle dernier, ce rôle a été absolument essentiel, puisque la transplantation est devenue une pratique médicale de premier plan, et c'est grâce à la découverte du système HLA. Mais le XXe siècle, ce n'était pas la fin de l'histoire, et si on prend le XXIe siècle, l'immunogénétique, le HLA et les autres aspects de l'immunogénétique ont une importance médicale tout à fait grande en médecine de précision. J'ai listé ici un certain nombre d'autres domaines de la médecine dans lesquels le système HLA a une importance grandissante. Je vous signale que parmi ceux-là, il y a les systèmes de psychiatrie et les maladies psychiatriques. Ça vous étonne peut-être un peu, mais il y a plus de résultats, et notamment par mon élève Yann Tamouza, que vous connaissez bien, qui travaille dans ces domaines. Donc, cette diapositive, vous la connaissez, c'est vraiment le centre de la réponse immunitaire adaptative, cognitive, avec la molécule HLA qui présente un peptide au récepteur, à l'antigène, le récepteur T. Et on peut voir ici l'importance que ça a en réponse aux anomalies finalement internes ou externes, le cancer étant une anomalie interne, les pathogènes étant les anomalies externes, et de voir comment ça s'insère finalement dans l'ensemble des réactions immunitaires et des réactions inflammatoires. Le système HLA a une grande qualité qui est un petit peu effrayante, c'est sa diversité. Et si on prend sa diversité, elle définit la biologie du soi, et finalement, il n'est pas anormal que ça concerne la médecine personnalisée, et que ça était un des domaines pionniers de la médecine personnalisée. Vous avez ici Jean Dosset, qui en 1958 a découvert le premier allèle, HLA-A2, et avant Steve Jobs, il y avait Mac, et Mac c'était HLA. Vous voyez, il n'y a pas que Apple qui s'appelait Mac. Ce que l'on voit ici, c'est qu'en 2019, on est à plus de 20 000 allèles, et qu'en fait, tous, nous avons probablement, nous sommes la limite de cette diversité, c'est qu'il y a peut-être dans cette salle quelqu'un qui a un allèle qui n'a pas encore été découvert, et maintenant, grâce à cette technologie de nouvelle génération de séquençage, alors c'est un mot très intéressant parce qu'il y a toujours une nouvelle génération, donc
ça ne sera jamais terminé. Le rôle du système HLA, je pense que c'est tout à fait important, c'est le contrôle de la réponse immunitaire. La grande découverte de Human David sur le contrôle de la réponse immunitaire est essentielle. C'est la première étape, c'est la présentation et le processing de l'antigène pour des antigènes internes ou des antigènes externes, cytoplasmiques ou provenant de vésicules, pour présenter finalement cet antigène à des cellules T, des cellules T CD8 pour le classe 1, des cellules T CD4 pour le classe 2. Je crois que c'est tout à fait important que les immunocancérologues n'oublient pas que s'il veut être immunocancérologue, il faut d'abord qu'il soit immunologiste. Et je crois que c'est ça la base de la reconnaissance. Donc si on prend HLA et cancer, en fait il y a différents éléments. C'est ce que je voulais vous évoquer ici. Il y a la prédisposition génétique qui est tout à fait importante. Il y a l'expression qui est aussi importante et qui est un petit peu oubliée. Tout ça est lié à la fonction, qui est principalement de présentation du peptide, même s'il y a d'autres fonctions. Et tout ça peut conduire non seulement à des outils, bien sûr, diagnostiques, mais à des outils thérapeutiques. Donc si on prend en 2020, alors j'ai changé la diapositive ce matin, parce qu'il faut qu'on soit un petit peu en avance, c'était 2018 et maintenant c'est 2020. Je voudrais rappeler quand même que HLA et cancer, c'est pas si nouveau que ça, et que l'immunothérapie du cancer, bien avant qu'il y ait des résultats vraiment cliniques de l'immunothérapie des cancers solides, des tumeurs, il y avait la greffe de moelle, et la greffe de moelle, c'est une immunothérapie. Et ce qu'on appelle la réaction du greffon contre la leucémie, c'est ce qui permet de guérir les leucémies. Alors il y a une contrepartie qui est la réaction du greffon contre l'autre, dont on ne va pas parler ici, mais n'oublions pas ça, et il y a plein de choses à apprendre de cet aspect-là. Donc je vais vous exposer la susceptibilité génétique, l'expression un tout petit peu de HLA et des choses très récentes sur le fait que le HLA en fait détermine l'aspect et le type de mutations qui sont rencontrées dans les cancers. Ça, c'est une étude des associations HLA et maladies. Et vous voyez qu'il y a de nombreuses maladies qui sont associées au HLA. Donc, dans les associations HLA, avec cette technique de GWAS, il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies auto-immunes, mais le cancer il prend une place tout à fait considérable. Là, sur le plan historique, la première observation est une observation dans la maladie de Hodgkin, chez l'homme, par Jean-Louis Amiel, de l'association d'un allèle HLA. Le HLA a commencé tout juste à être détecté avec la maladie de Hodgkin. Et dans un workshop HLA, c'est le mode d'organisation de la communauté de psychocompatibilité, ça a été tout à fait confirmé. Tout ça est publié, je ne vais pas vous en reparler, mais bien avant l'apparition des techniques moléculaires, même avec des techniques assez rudimentaires, notamment de sérologie, il y avait des données très solides. Je vous présente ces résultats parce qu'on y a beaucoup contribué à Saint-Louis dans cette étude des cancers du col de l'utérus. Et ces résultats montrent que, par exemple, il y a une décroissance d'un allèle, je crois que c'est le DR13. Je présente la suite de cette étude, qui est la première étude prospective. Beaucoup d'études étaient rétrospectives, mais on a mené, avec Virginia Lepage et l'Institut Curie, une étude prospective sur les patients ayant un néoplasme intraépithélial du col de l'utérus.
Ce que l'on pouvait voir, c'est d'abord avec les données sur l'HPV, que certains subtypes de l'HPV permettaient une régression de ces carcinomes in situ, que le HLA aussi est corrélé, et notamment avec une diminution du DR13 dans ses formes plutôt bénignes et régressives. Donc c'est un point important parce que ça montre vraiment en prospectif la régression. Évidemment, si on prend en compte les deux éléments, vous voyez la très grande différence. Donc ça montre que l'on peut vraiment utiliser ces données, et je pense que les vaccinations, je n'ai pas vu d'études récentes qui ont été reprises utilisant la vaccination, mais je pense que ça serait tout à fait confirmé. Si on précise, et c'est vraiment la médecine de précision, le type de tumeur, le type du virus qui est retrouvé, le type HLA, on peut vraiment établir de façon très personnalisée un pronostic chez ces patients. Et évidemment, le mécanisme de contrôle, c'est le mécanisme de contrôle de la réponse immunitaire d'oncoprotéines identifiées ou pas identifiées. Là, elles sont identifiées, ce sont les peptides dérivés du HPV qui font que les cellules tumorales sont éliminées. Là, une étude relativement récente vous montre qu'il y a le DR qui est assez impliqué, mais aussi le HLA-DQ. Alors, le nombre d'études d'association HLA et cancer sur des grandes séries désormais est vraiment tout à fait intéressant. On voit que le HLA-DP, il n'y a pas que le HLA-DR, le HLA-DQ, mais aussi le HLA-DP qui est un gène de susceptibilité au carcinome hépatocellulaire. Beaucoup de ces données ont été faites en Asie. Il faut tenir compte en effet de la variabilité ethnogéographique de l'incidence des cancers. Et comme vous savez, il y a une variabilité ethnogéographique des fréquences du système HLA. Et finalement, il y a une corrélation, ce qui veut dire que des études faites dans différents pays, dans différentes zones, sont très très importantes et qu'on ne peut pas forcément utiliser une étude asiatique pour la partie européenne ou réciproquement. Et même si les Algériens sont en effet considérés comme des Caucasiens, il peut y avoir des micro-variabilités qui incitent beaucoup à avoir ces données dans les différentes zones du globe et notamment chez vous. Là, cette étude est une corrélation, ça ne va pas vous étonner après ce que j'ai dit, de la mutation de l'EGFR et avec une association avec le HLA DPB1. Donc vous voyez qu'en fonction des différentes zones géographiques, il y a des variabilités géographiques. Donc vraiment, cette épidémiologie HLA apporte beaucoup à la connaissance de l'incidence et du type de tumeur qui est observé dans ces différents pays. Elle a été confirmée récemment par une très grande étude qui a été faite dans Cell sur 10 000 malades et présentée, où vous avez là les différents types de mutations rencontrés dans les différents types de cancers chez les patients. Vous avez ici donc l'ensemble des mutations qui ont été étudiées et pour lesquelles on peut déterminer ce qu'on appelle un score de mutation. Vous avez ici la population générale et quand vous regardez, finalement, vous voyez qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a des différences, en effet, sur les allèles qui sont représentés dans la population générale et les allèles qui sont représentés par les patients. Et si on intègre les mutations, les différents types de mutations,
eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le typage HLA, c'est la composition HLA, c'est pas le typage lui-même, bien sûr, c'est la composition HLA de chaque individu qui détermine le type de cancer de l'individu. C'est une très bonne étude qui a été publiée, vous voyez, en 2017 sur un nombre tout à fait important. Donc, l'importance, là, je rebondis sur ce qui a été dit hier, des registres du cancer, des échantillons du cancer, ce que vous avez commencé, que vous avez mené ici, est tout à fait important parce que ce type d'étude ne peut être fait que si on a ces données. Ce sont des données relativement simples, relativement faciles à obtenir, il faut qu'elles soient de grande qualité, j'ai insisté, et vous voyez que ces données montrent que le HLA est un déterminant absolument essentiel. Ce qui est intéressant dans une étude de Diego Schauel qui a été publiée il n'y a pas très longtemps non plus, c'est quelque chose qui avait été déjà observé par nous-mêmes et par Marie Carrington il y a de nombreuses années dans le HIV, c'est qu'il vaut mieux être hétérozygote qu'homozygote. Il y a un bénéfice à être divers. D'avoir de nombreux allèles HLA est une bonne chose par rapport à avoir simplement un haplotype en double. Ça a été montré dans des cohortes, notamment dans des cohortes de mélanome. Donc ça, c'est globalement, et je dirais quantitatif. Plus vous avez de diversité HLA, mieux ça sera, au niveau du nombre d'allèles que vous avez. L'autre chose, cette étude montre qu'il y a une susceptibilité de certaines tumeurs, en effet, à des allèles. Quand on prend le sous-type B44, eh bien, si vous voulez comparer aux patients qui sont B62, alors ce sont des grands groupes d'allèles, je ne vais pas rentrer dans le détail, eh bien, il y a une corrélation avec la présence de perte d'hétérozygosité sur le plan tumoral et les sous-types HLA. Ça a été montré dans des cohortes de patients qui survivent dans les mélanomes et notamment traités par les inhibiteurs de checkpoint. Et dans un papier très récent du même groupe, de Chan, qui je crois travaille chez notre ami, avec notre ami Osman Kekin, ce qui est montré là est tout à fait intéressant, c'est que si vous prenez l'ensemble de la diversité HLA, avec Peter Parham, il avait été montré qu'on peut calculer un index de divergence des allèles entre eux. Et c'est une formule mathématique qui prend en compte finalement la diversité structurale des acides aminés, la polarité différentielle qui en est induite par la structure, et qui permet de dire entre deux allèles, vous êtes très divergents ou vous êtes moins divergents. Et donc c'est un aspect cette fois-ci qualitatif. Et si on regarde ces résultats, d'abord on s'aperçoit qu'il y a une différence entre les grands groupes d'allèles. Donc deux allèles HLA-C sont moins éloignés l'un de l'autre que deux allèles HLA-B. Alors, c'est pas très étonnant parce qu'en termes d'évolution, on sait que le HLA-C est apparu après le HLA-B, donc ça, c'est tout à fait important. Et ce qu'a montré ce groupe de très intéressant, c'est en effet que cet index de diversité des différents allèles de classe 1 est associé finalement à la capacité à répondre aux inhibiteurs de checkpoint dans le traitement de cohorte ici de mélanome. Donc vous voyez que le HLA et la bioinformatique, parce que ça ne peut être obtenu qu'en bioinformatique, est un des éléments qui permet de prédire une partie des réponses.
Donc ça, c'était l'aspect de prédisposition génétique. Maintenant, j'ai emprunté à mon ami et collègue Federico Garrido les diapositives sur l'expression du profil du HLA dans les tumeurs. Je vais aller assez vite, mais ce travail qui avait été présenté pour la première fois au workshop HLA que j'avais organisé à Saint-Malo et à Paris en 1996, montre très clairement qu'il y a des pertes d'expression de molécules HLA avec des phénotypes qui sont très variables. Vous pouvez perdre un allèle, vous pouvez perdre 2 allèles, vous pouvez perdre toutes les molécules HLA de classe 1. Par exemple, une mutation de la bêta-2 microglobuline fait que les molécules de classe 1 ne sont pas exprimées. Donc vous avez des phénotypes qui sont très différents, et quand vous regardez les pourcentages de perte de molécules classe 1 dans les tumeurs, vous apercevoir de l'importance quantitative de ces pertes d'expression à des moments donnés. Et si vous n'avez plus de molécules HLA classe 1 exprimées sur les tumeurs, ça s'appelle l'évitement de la surveillance immunitaire. Alors ces études étaient très difficiles à faire parce que vous aviez besoin en immunopathologie, et vous avez toujours besoin de réactifs qui soient spécifiques d'allèles. Et je vous ai montré le nombre d'allèles. Donc la possibilité de faire ces études fait qu'elles ont mis beaucoup de temps à être réalisées et confirmées, mais maintenant c'est tout à fait confirmé, et avec des études de transcription des tumeurs, on peut regarder ces résultats. Et il y a plus de pertes d'allèles dans les métastases, par exemple, que dans la tumeur primaire, et je pense que c'est tout à fait important. Ça, ce sont des détails, et des détails très importants. Vous voyez les différents types de pertes de molécules HLA de classe 1. Alors, il y a aussi des pertes de molécules HLA de classe 2 qui sont observées dans les différents types de cancers. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des pertes qui sont des pertes définitives, qui sont des pertes structurelles, donc qui ne peuvent pas être rétablies. On ne peut pas rétablir l'expression des molécules de classe 1. Et puis, il y a des phénotypes de régulation, avec des pertes d'expression, où en situation inflammatoire, vous pouvez éventuellement rétablir l'expression des molécules de classe 1. Et si vous rétablissez cette expression, vous rétablissez la présentation du peptide oncogénique par ces molécules, et donc vous rétablissez cette cellule comme cible de l'immunothérapie. Voilà quelques exemples qui sont démonstratifs. Vous voyez là un cancer du sein avec une expression de molécules de HLA de classe 1 tout à fait normale, et là une perte dans ce cancer du sein invasif. Le nombre d'exemples de ce type est tout à fait grand, et ce qui est important, c'est que ces pertes d'expression sont corrélées avec un moins bon pronostic et des pertes de chance. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que au moment de l'initiation de la tumeur, vous avez ces tumeurs qui expriment des molécules de classe 1 qui, bien sûr, vont être infiltrées par des cellules T, et vous allez avoir la sélection immunitaire, et notamment des clones, ce qu'a dit Jacques Robert à l'esprit de nous tous, qui nous a dit hier, et qui illustrait ici pour le système HLA de classe 1, avec ensuite une problématique en effet de réponse TH2, on passe de TH1 à TH2, avec une encapsulation de la tumeur. Et ça, c'est aussi quelque chose de très très important. La tumeur existe, mais le micro-environnement de la tumeur existe, alors avec le micro-environnement vasculaire, le micro-environnement immunitaire et le micro-environnement stromal. Et il y a des données très, très récentes qui montrent, par exemple, qu'on peut rendre efficace une immunothérapie qui n'était pas efficace en s'attaquant non pas finalement à la tumeur, mais en s'attaquant au micro-environnement. Et on a développé dans
Carl June et d'autres ont récemment développé des CAR T-cells qui, au lieu de s'attaquer à la tumeur, vont s'attaquer à la fibrose qui entoure la tumeur et qui vont permettre en fait les autres immunothérapies et le système immunitaire d'accéder à la tumeur. Je voulais mettre aussi cette diapositive et j'ai rajouté ce matin ce point d'interrogation parce que je pense que nous sommes en plein développement des immunothérapies tout azimuts avec les bloqueurs de checkpoint et avec les CAR T-cells. Globalement, c'est les deux grands ensembles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des données depuis 30 ans sur l'immunothérapie cognitive efficace pour traiter les tumeurs animales et qui fonctionnait bien avec les travaux de Thierry Boone, avec les travaux de Ralph Steinman et d'autres, mais qu'à un moment, vous avez un échappement de cette tumeur. Et je serais assez étonné que dans les années qui viennent, il commence à y avoir déjà des données, que toutes les immunothérapies qu'on est en train d'utiliser feront que, malheureusement, les immunothérapies les plus actives vont entraîner, par différents mécanismes, dont la perte du système HLA, la sélection de tumeurs qui vont être résistantes à ces immunothérapies, et il y a déjà des données avec ces nouvelles thérapies. Ce qui ne veut pas dire que ces malades échapperont totalement à l'utilisation d'immunothérapie, mais tout comme pour la chimiothérapie, on a fait des combinaisons de chimiothérapie, on fait maintenant des combinaisons d'immunothérapie, et je crois que ça va être tout à fait important. Alors, le point tout à fait important de l'immunogénétique, c'est la fonction immunogénétique, avec la diversité du système HLA que je vous ai montré, mais comme l'a bien illustré Sam hier, la présentation de l'antigène au TCR fait que le TCR est encore plus diversifié. Nous avons tous entre 10.15 et 10.25 possibilités de polymorphisme et de diversité de nos TCR. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle parce que c'était inaccessible. En fait, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec le NGS, le Big Data et la bioinformatique, ça devient accessible. Et donc, chaque cellule a son code barre, et avec la technologie qui a été développée en collaboration avec le groupe Dunville de Gian et que Samy représente très bien ici, on est capable, dans les laboratoires, d'étudier la diversité. Avec des index qui permettent de voir si on est très diversifié sur le plan du TCR. Et il y a des jeunes qui sont moins diversifiés que d'autres, et il y a des vieux, des seniors, pardon, qui peuvent être très diversifiés. Et donc ça, c'est tout à fait important. Il y a un âge immunologique, il n'y a pas uniquement un âge d'état civil. Bon. Et puis il y a les autres index, Samy vous les a montrés, donc je passe vite. Mais en effet, vous voyez que cancer du rein et cancer du foie ont des signatures de TCR, donc vous êtes capable de classifier finalement et de différencier un cancer d'une cirrhose sur la signature du TCR. Alors, peut-être qu'un bon clinicien fait mieux, il n'y a peut-être pas toujours besoin d'étudier le TCR, mais il y a des situations qui sont très compliquées et dans lesquelles ça apporte quelque chose. De façon tout à fait importante, une diapositive est remontrée ici. Évidemment, la diversité du TCR est le reflet de la capacité prédictive à répondre à tous les antigènes et à toutes les procédures immunothérapiques dont les anti-checkpoints. Cette étude
été sur le carcinome hématocellulaire et dans le cancer du poumon. Actuellement, nous conduisons en Chine une grande étude sur plus de 900 patients pour essayer de confirmer la possibilité d'utiliser cette technologie. En fait, ce que ça veut dire, c'est ce qui a été le cas pour le HLA et maintenant le cas pour le TCR de ces deux partenaires, c'est qu'ils ont un impact immunogénétique, puisqu'en fait, on pourrait dire que la définition du soi, Jean Dosset avait dit le HLA c'est le soi biologique. Alors il avait tout à fait raison, mais ce soi biologique qui doit être complété par le soi biologique encore plus précis du TCR. Hier, on a dit que deux jumeaux monozygotes et même ayant vécu ensemble ont une diversité de TCR très importante puisqu'ils n'ont que 6% de leur TCR qui est en commun. Donc ça veut dire que là, vous avez vraiment la capacité de lire le soi. Et les deux, désormais, le HLA, ça avait été déjà démontré, le laboratoire a contribué beaucoup à ça pour, dans le traitement de la vacavir ou la carbamazépine, où il y a des associations au point que maintenant un typage HLA est requis avant de faire un traitement par la vacavir chez les patients HIV. Et bien là maintenant aussi, le HLA et le TCR définissent en fait ce qu'on peut appeler le soi thérapeutique. Donc je voudrais terminer pour vous dire, mais je pense que vous êtes assez convaincus que si on prend le cancer, c'est une diapositive qui décrit tous les pathways, les chemins qui mènent au cancer. Alors il y en a beaucoup, il y en a qui sont redondants, il y en a beaucoup, donc ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. D'un autre côté, c'est une très bonne nouvelle parce que chacun sont des cibles. Et là aussi, si on s'attaque à certains de ces pathways, et surtout à plusieurs de ces chemins, pour les bloquer pour certains, pour les activer pour d'autres, on a là vraiment des outils thérapeutiques et c'est tout le présent, le futur de la recherche dans ce domaine. Et que parmi ceux-là, eh bien, il y a la convergence de beaucoup de ces chemins biochimiques vers la présentation des antigènes par le HLA et le TCR. Donc la diversité du HLA et la diversité du TCR sont des outils d'une très grande valeur. Alors, j'ai pris cette diapositive parce que c'est une diapositive de Federico Garrido qu'il avait présenté au 12e workshop international en 1996. C'était sa vision du laboratoire HLA. Alors, il pensait que c'était dans les années 2000. Évidemment, le laboratoire HLA sont des laboratoires très, très importants pour la transplantation. Ce sont des plateformes de laboratoire, mais il pensait que ces laboratoires allaient devenir très importants aussi pour le cancer. Il avait simplement 20 ans de retard, mais désormais, il y a absolument un besoin de développer des plateformes de typage HLA et de typage TCR, donc des plateformes d'immunogénétique qui permettent, vous avez vu ces données, de prendre en charge le futur non plus que de la transplantation, parce qu'il y en a la transplantation importante, mais aussi du cancer. Donc je voulais vous remercier, là c'est l'hôpital Saint-Louis, qui a 400 ans, et pour vous dire que je voulais beaucoup remercier l'Algérie parce que j'ai eu beaucoup dans mon laboratoire d'étudiants algériens qui sont passés, qui sont venus, je ne sais pas comment ils sont arrivés, mais j'ai été un peu sélectionné, donc il devait y avoir une certaine pression de sélection.
Et finalement, je crois que j'ai poursuivi la pression de sélection parce que beaucoup, et même je peux dire à peu près tous, sont devenus des grands professionnels. Il y en a dans la salle, il y en a qui sont actuellement à Alger ou dans d'autres endroits et qui continuent cette démarche. Et pour montrer que les choses continuent en effet, Samy a présenté le travail qu'il avait fait au workshop à San Francisco et à Siloma sur l'interaction entre le récepteur T et le HLA. Le prochain workshop est à Amsterdam et ce qu'il a peut-être oublié de dire, c'est que chacun d'entre vous peut participer à ces études. Donc, vous avez son email et vous pouvez proposer une étude qui pourra être faite et qui pourra être présentée dans ce contexte parce que c'est la notion des workshops HLA qui fait que collectivement nous sommes plus forts qu'individuellement. Donc, à nouveau, je vous remercie de votre attention.